Ce qui m'exaspère dans Star Wars The Force Awakens. Je ne peux pas parler du dernier opus comme ça sans choisir comment considérer le film. Comme un film à part entière, comme la suite d'une saga culte, comme l'héritage de Lucas ou comme celui de ses fans. Non, je ne peux pas débarquer comme ça avec mes grosses bottes. Avant de retourner aux origines, je tiens à me positionner sur cette saga. Je dirais que je suis une femme moyenne. Je veux dire en cela que sans même évoquer la qualité des films, je suis et serai toujours admirative face à un univers tant immersif qu'il déborde de la fiction pour déferler sur notre bonne vieille réalité. Star Wars est l'exemple parfait de ce phénomène. Et c'est pourquoi je l'affectionne et m'intéresse tout particulièrement à cette saga et à son univers étendu. Je ne suis néanmoins pas une spécialiste en la matière, je tiens ma connaissance de passionnantes discussions de famille car j'ai la chance d'avoir un frère qui est capable de se rappeler de la position du soleil lors de son premier contact avec Star Wars. Le scénario de Star Wars commence à se bâtir au début des années 1970. Le premier scénario, écrit en 1973, portait le titre « Le journal des Whills ». Il racontait les aventures du Jedi Mace Windu. Et certains éléments y figurent comme la structure de l'ordre Jedi, mais ils n'apparaîtront finalement que dans la prélogie 25 ans plus tard. Le premier projet intitulé The Star Wars est rédigé au mois de mai. En 14 pages, Lucas résume les aventures du général Skywalker. Progressivement, Lucas étoffe son scénario, y ajoutant des personnages, des lieux, des concepts qui n'apparaîtront parfois que bien plus tard. C'est alors que George Lucas, âgé de 30 ans, commence à démarcher les studios, présentant un scénario de 100 pages de science-fiction pour un film estimé à près de 6 longues heures. Mais l'époque n'est pas favorable aux films de science-fiction. Et les studios de cinéma ne sont pas tentés par le film, surtout après le flop qu'a fait THX 1138 de Lucas quelques années auparavant. Pour vous faire une idée, les grands succès de l'époque sont Le Parrain, Taxi Driver et Annie Hall. Mais un homme lui donnera sa chance, Alan Ladd, nouveau directeur artistique de la Fox. Dès le départ, George Lucas se montre conciliant quant à son salaire, au budget alloué au film et fera de son long scénario une trilogie. Sa principale requête est de toucher l'intégralité des revenus des produits dérivés. Un souhait atypique qui lui sera facilement accordé, bien joué. En 1976, le tournage qui se met en place entre la Tunisie, l'Angleterre, les États-Unis et le Guatemala est ponctué de mésaventures. Tournage sous 45 degrés, décors détruits par un déluge exceptionnel, etc. Sur le plateau, les difficultés s'accumulent, notamment à cause du budget limité de la production. Les acteurs, eux, qui pour la plupart nous arrivent du domaine du théâtre, déplorent la pauvreté des dialogues. L'insatisfaction constante de George Lucas face aux effets spéciaux commence à peser. Bref, quand il boucle le film après un ultimatum de la Fox, George Lucas considère le résultat comme catastrophique. D'ailleurs, à l'époque, George Lucas était tellement soucieux du succès de son nouveau film de science-fiction après le flop de THX 1138 qu'il se rendit sur le plateau de son ami Steven Spielberg, histoire de se remonter le moral. Celui-ci tournait Rencontre du troisième type. Et lorsque Lucas vit son travail, il déclara que Star Wars ne tenait vraiment pas la route face au film de son ami. Pour le consoler, l'ami Steven lui proposa un marché. Il lui laisserait 2,5% des bénéfices de Rencontre du troisième type en échange de 2,5% des bénéfices de Star Wars. Et force Spielberg. Persuadé que son film fera un flop, George Lucas n'insiste pas à l'avant-première, préférant prendre quelques vacances à Hawaï avec son ami Steven Spielberg. C'est donc en faisant des châteaux de sable qu'il apprend soulagé que la Guerre des Étoiles est une réussite. Il prit par la suite une décision très risquée, réinvestir tout l'argent gagné pour autofinancer l'Empire contre-attaque. Mais le public répondit à nouveau présent, et George Lucas était désormais intouchable. Cependant, la réalisation du deuxième Star Wars fit naître des désaccords entre les différents maîtres d'œuvre. Sur ce film, Lucas n'était plus seul maître à bord. Il avait confié cette tâche à son ami et ancien professeur Irving Kirchner. À cette époque, Lucas était bien plus occupé à bâtir les fondations de l'empire qu'allait devenir Lucasfilm. L'autre acteur majeur de cette guerre de pouvoir était le producteur Gary Kurtz. Sur le premier volet, Kurtz fit de nombreux compromis avec Lucas afin qu'il recentre son histoire sur le héros Luke Skywalker. Le rôle de Kurtz fut crucial pour la profondeur de l'épisode de la Guerre des Étoiles et de l'Empire contre-attaque. Un premier montage de l'Empire contre-attaque fut alors refusé par Lucas qui en proposa un second. Mais le deuxième n'ayant plu à personne, le créateur, isolé, dut se résoudre à garder le premier montage. Désolé, George. Constatant l'implication de Kirchner à la réalisation, de Kasdan au scénario et de Kurtz qui savait imposer ses idées, George Lucas se sentit un peu dépossédé de son univers. C'est pour cela qu'avant d'entamer le retour du Jedi, ces trois personnes furent remerciées. Et George Lucas ne s'entoura plus que de sujets bien dociles, afin de mieux régner sur son empire, sans sentir son trône menacé. L'intervention des Ewoks, la non-mort de Han Solo et un scénario devenu manichéen au possible sont autant de détails qui montrent que Lucas n'est pas forcément le grand Manitou qui apportait sa seule lumière à l'univers de Star Wars. Et la prélogie n'en fut que l'amère appendice 20 ans plus tard. Fin de la première trilogie. On va faire une pause. Hein ? J'ai pas vraiment parlé du retour du Jedi.
il n'est pas vraiment utile de le mentionner. C'est clairement un film pour enfants, destiné à vendre des peluches. Je ne dis pas que c'est mal, les peluches j'adore ça, mais éteindre la flamme qu'avait fait naître l'Empire contre-attaque dans le cœur des fans, c'est mal. Il est vilain le Lucas, vilain. Donc je disais, la trilogie initiale terminée, faisons un point. Le premier film possède une chose très importante, du panache. Des premières images avec son générique d'ouverture atypique, Star Wars s'annonce différent des autres films de science-fiction proposés jusqu'ici. J'apprécie tout particulièrement son esthétique très western, sa thématique du voyage, son humour marqué par les tirades décalées de 6PO et de Han Solo jouant en merveille ce rôle d'anti-héros qui semble fait pour lui. Puis arrive l'Empire contre-attaque. George Lucas cède dans la barre à un Irving Kershner revigorant, The Empire Strikes Back s'est révélé comme le chef-d'œuvre de la licence et un puissant morceau de science-fiction. Mené sur deux fronts dans un rythme effréné, cette suite amène l'odyssée du jeune Luke dans les confins les plus sombres et douteux, le héros reclus dès l'ouverture, enfermé par ses propres pouvoirs alors que Han et Leia vivent d'épiques péripéties entre poursuite et trahison, vers une révélation finale qui bouleversera la trilogie comme le cœur des fans. L'intime touche cet épisode, propulsant son âme vers de surprenants confins, alors que se multiplient les répliques cultes, les plans iconiques, les thèmes musicaux inoubliables, caressant la force d'une tragédie antique, The Empire Strikes Back est une suite maîtresse et incontestable. Une apothéose à double tranchant qui amène tous les enjeux à une échelle supérieure et universelle. La fin de l'innocence. Et puis bordel, c'est beau! Hot! Le champ d'astéroïdes, le brumeux système d'Agoba. Bespin. Waouh! Mais George Lucas avait eu un réflexe intéressant lorsqu'il s'opposa à ce montage du film. En effet, le volet suivant, Le Retour du Jedi, est le premier de la longue lignée des Star Wars qui vont nous prouver que George Lucas ne voit pas les Star Wars comme tout le monde. Finalement, peut-être qu'Alec Guinness avait raison quand il disait que les films Star Wars étaient des contes de films bon marché. C'était peut-être le but à atteindre de George Lucas. Bon, on attaque les préquels? Non, je vais pas faire ça. On est tous d'accord là-dessus. Cette nouvelle trilogie a peut-être surpris quelques enfants par son excessive parenté avec le dessin animé, mais en tant que réalisateur, Lucas reste le meilleur représentant de l'esthétique des parcs d'attractions. Chaque personnage du film a été dessiné avec le modèle de sa figurine en tête. Presque toutes les séquences font penser à des attractions Disneyland. La direction artistique est incroyablement vulgaire. Le scénario n'est vraiment pas mieux. La grande majorité des dialogues résonnent comme un intertitre de film muet. Le sous-texte philosophique amorcé dans l'Empire contre-attaque se résume à ce qui s'apparente davantage à un horoscope. La force est peut-être une présence, mais le royaume magique de Lucas est incroyablement stérile. Utilisant les fans mis au régime depuis 83, les 3 films préquels ne sont rien d'autre que leur propre promotion. L'excitation d'avant le film n'était pas un des effets du film, elle était le film. Et après ça, il y en a qui ont osé râler la vente des droits à Disney. C'est une blague? Oui, j'ai dit la vente, pas l'achat. Maintenant que Disney a le contrôle total sur la franchise Star Wars, que faut-il penser de l'appartenance des films? J'accorde le fait que le droit moral de l'auteur est immuable au créateur et qu'il a tous les droits sur son œuvre. C'est à cet instant que le côté obscur du marketing trouble tout. En effet, George Lucas, qui était au départ un jeune réalisateur s'opposant à la politique des studios, est progressivement devenu le milliardaire hautain et dédaigneux d'aujourd'hui. De l'humble Luke Skywalker, il est devenu Jabba the Hutt, en passant par une étape glorieuse d'empereur de Lucasfilm. Mais c'est le petit manège du marketing qui retira définitivement toute légitimité à l'action du créateur aux yeux de ses fans. À qui appartient Star Wars? Qui en est aujourd'hui le légitime héritier après que son maître ait été désavoué par ses disciples les plus fidèles? George Lucas est un cinéaste de l'expérimental. Même si la saga Star Wars est un succès au box-office, cela n'empêche pas son créateur de l'utiliser comme champ d'expérimentation pour développer de nouvelles technologies de l'image et du son. Du fait de son histoire particulière et de son impact culturel mondial qui n'est plus à démontrer, Star Wars est un objet cinématographique hors norme et hors du commun. Victime de son succès, il appartient désormais au plus grand nombre. Il appartient au public, car il fait partie de son histoire culturelle. C'est pas Lucas qui avait dit ça en 88? Le possessif créateur doit répondre à la demande du peuple qui réclame son œuvre avec une ferveur et un amour sans pareil. Et c'est ce que George Lucas a fait, en passant le flambeau à Disney. Star Wars 7, on y arrive, attention, spoiler.
Non, vraiment, je ne sais pas s'il y aura de gros spoilers ou pas, mais je n'ai pas envie d'avoir à surveiller ce que je dis, donc si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à cliquer ici, afin de passer directement à la conclusion, ne contiendra pas de spoilers. Star Wars The Force Awakens est réalisé par J.J. Abrams. C'est idiot ce que je dis, tout le monde le sait. Et a connu un franc succès. Quoi? Il y en a que ça dérange. Ok. Règlement de compte à l'ancienne. Et alors, on a affaire à Star Wars les gars. C'est une licence qui appartient plus à son public qu'à son propre créateur, hormis des histoires de droit et de pognon. Soit on considère le film comme une suite, soit détaché des épisodes précédents comme un film à part entière. The Force Awakens seul est un bon film. Le scénario tient la route, les acteurs sont de qualité, les effets spéciaux sont dosés intelligemment, on tient là un bon film portant une lourde charge émotionnelle en présentant des héros sensibles errant dans une époque troublée. Mais est-ce vraiment ce qui importe? Non. C'est une saga, la suite d'une longue histoire, porteur de rêves, fantasmes et spéculations de millions de fans, alors pris en tant que tel que vaut Star Wars 7. J.J. Abrams a su proposer une suite inédite sans se contenter d'adapter l'univers étendu déjà écrit, tout en restant humble et respectueux de la trilogie originale. Il est évident qu'un grand nombre de situations ou de décors dans ce film sont des rappels du 4 ou du 5. Il plane dans ce film de façon omniprésente les fantômes des épisodes passés. Et c'est cette présence qui prend une forme dans la scène finale, celle du personnage de Luke Skywalker. Et c'est sans doute une des plus belles scènes de la saga Star Wars. J.J. Abrams a intelligemment su se servir de l'amour des fans pour ce film, comme une force. Cette présence invisible qu'est la force semble être figurée par l'émotion grandissante du public réagissant aux évocations de ce qu'ils ont tant aimé. Donner un rôle à l'amour des fans dans Star Wars, voilà ce que J.J. Abrams a réussi à faire dans son film. Un travail d'alchimiste qui sonne juste et qui se trouve être exactement ce que le public Star Warsien avait besoin pour guérir une vieille rancune. Alors là, je peux rien pour vous. Il faut retourner voir le film ou vous faire prêter un cerveau. Bien sûr que Kylo Ren n'est pas Dark Vador. C'est d'ailleurs son gros problème. Dans les précédents épisodes, on avait un anti-héros en la personne de Han Solo, qui rajoutait une touche d'humour irrésistible. Ici, on a un anti-vilain. C'est pas difficile à comprendre. Kylo Ren est un pantin pas très malin. Et d'après ce qu'on voit dans le film, pas très puissant non plus. Le pauvre est en pleine crise d'ado. Le vrai méchant de l'histoire, c'est Snoke, ce géant aux vagues allures de Voldemort, toujours dans l'ombre, que les fans se sont empressés de comparer à Dark Plagueis. Rien que ça. Il semble évident qu'on a appâté avec un peu de pouvoir le jeune Ben Solo du côté obscur, et ainsi mettre Luke Skywalker hors course. En tout cas pour tous ceux qui sont outrés de voir un Kylo Ren trop différent de Vador, ce qui est drôle c'est que ce sont les mêmes qui sont outrés de trouver trop de similitudes entre les épisodes, et maintenant ils veulent un nouveau Vador. J.J. Abrams sait ce qu'est un méchant, il sait très bien quel acteur engager pour faire un vrai méchant, froid et sans âme. En ce qui me concerne, je préfère voir un Kylo Ren piquer des crises comme un enfant gâté qui réclame un jouet, que de voir notre cher Hayden Christensen essayer encore de nous convaincre qu'il est Dark Vador. Oui, j'ai toujours du mal à y croire. Au moins, dans The Force Awakens, c'est drôle. Pas consternant. Déjà, mal vieilli, ça ne veut rien dire. On ne vieillit ni bien, ni mal. On vieillit. C'est tout. Et dans leur cas, leur vieillesse est un atout, je vous assure. De l'épisode 6 à l'épisode 7, le temps a passé. J'aurais détesté voir arriver la princesse Leia sapée comme Padmé dans l'épisode 1, et sans même parler de Star Wars. Vous n'en avez pas assez des décors aseptisés, avec des acteurs aseptisés, au visage qui ne change jamais. Nicole Kidman par exemple, elle est très belle, mais le fait qu'elle ne vieillisse pas, vraiment ça me dérange, ça me fait peur. Oui, je parle de Nicole Kidman au milieu des choux. Passons. Mais les acteurs de Star Wars ont vieilli normalement, mais ils ont vieilli. Et ça les rend profondément humains. Et honnêtement, ça fait un bien fou de voir ça. Maintenant, il est temps que je vous dise la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Il est temps que je vous dise ce qui m'exaspère dans Star Wars, le réveil de la force. Son public. La vérité c'est que déjà depuis le retour du Jedi, mais surtout depuis la menace fantôme, il est devenu presque culturel d'être outré par le nouveau Star Wars. Il est vrai qu'on ne peut pas appréhender ce film comme n'importe quel autre film, mais c'est le problème des sagas. Allez public, lâche-toi, prends un bout.
En résumé, ne croyez pas tout ce que vous disent les critiques. Star Wars, le réveil de la Force n'est pas meilleur ou moins bon que l'Empire contre-attaque. D'ailleurs, il est complètement idiot de comparer les deux. Mais JJ s'est vraiment bien débrouillé avec, croyez-moi. Concernant ce qui va suivre, je suis moi-même pas très enthousiaste des réalisateurs choisis pour la suite des épisodes. Mais je ne l'étais pas beaucoup plus pour JJ Abrams. Il faut garder en tête à tout prix que Star Wars est un projet précieux, et lorsqu'on le confie à quelqu'un, il en prend soin. Vous avez déjà laissé un enfant de 4 ans jouer sur votre guitare? Eh bien vous devriez essayer. Vous serez surpris de voir la délicatesse dont peut faire preuve un enfant face à cet objet complexe qu'il perçoit déjà comme empli d'émotions. Pour Star Wars, eh bien c'est la même chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt, and may the Fourth be with you.